Bon, je vois, il est 11h01. On laisse peut-être encore quelques petites secondes pour nous présenter, pour vous présenter. Vous pouvez d'ailleurs vous présenter, ça peut être intéressant de savoir qui vous êtes. Béatrice Repon, par exemple. Vous pouvez prendre la parole en cliquant normalement, c'est à peu près au milieu de la présentation. Il y a un petit micro. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je suis Béatrice Repon et je suis coach facilitatrice et consultante en ressources humaines. D'accord, très bien. Enchantée. Nous avons aussi Christophe, on ne voit pas, ou Christian, voilà, on voit le début. Bonjour. Bonjour à tous, Christophe Dupérez, société Moneyflow. Je dirige une société de relance et de recouvrement de créances. D'accord, très bien. Eh bien, je laisse aux autres peut-être prendre la parole parce qu'on arrive de moins en moins à voir les prénoms. Allez-y, vous pouvez activer vos micros. Alors, ouais. Oui, bonjour, je suis Marie de Catelan et je gère un espace de coworking à La Roche-sur-Yon. D'accord, enchantée. Bienvenue, merci. Je peux prendre le relais. Peut-être. Oui, allez-y. Donc moi, je suis Mariam Pichelin, et je suis co-dirigeante de GoLearning, qui est un collectif d'accompagnement, de formation, d'intelligence collective basé à Nantes depuis 2014. D'accord, très bien. Caroline Duforêt, je suis consultante formatrice en droit social RH sur Nantes et France. D'accord. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour, Benoît Daéron, ergonome IPRP sur les Pays de la Loire. D'accord. Enchantée. Est-ce que tout le monde s'est présenté? Peut-être pas. Non. Bonjour, Marina Cadorel, je suis gérante de Toile de l'Ouest et Magenta Communication à Sainte-Pazanne. Et nous, on fait de la confection à partir de tissus techniques. D'accord. Ok. Bonjour, Christophe Roudot. Du coup, je travaille au département de Loire-Atlantique et nous sommes partenaires de la CPME 44 dans le cadre des actions d'accompagnement d'allocataires du RSA. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, toutes les personnes présentes, du coup, se sont présentées? A priori, oui. Donc, un webinaire sur le télétravail plus performant, management et cadre légal. On a beaucoup réfléchi au sein de la commission emploi RH de la CPME pour essayer de vraiment saisir ce qui pouvait faire la différence aujourd'hui, comment améliorer les pratiques pour une grande partie des entreprises. Il y a eu ce premier confinement qui a modifié ces pratiques de télétravail. Pour certains, eh bien, c'était un premier pas. Pour d'autres, un deuxième. En tous les cas, on avance pas à pas dans cette démarche et l'objectif, eh bien, c'est de ne pas se suffire de ce qui est mis en place, mais d'essayer de progresser chacun dans les pratiques pour maintenir un service ou une entreprise les plus performantes possibles. Donc aujourd'hui, pour animer ce webinaire, nous avons Sébastien Grandjean, qui est avocat en droit social au barreau de Nantes et qui évoquera donc la partie juridique. Véronique Joubert, qui est coach, consultante RH et RRH à temps partagé, créatrice d'Ose Action RH, et puis moi-même, consultante RH et dirigeante de ProAventia, un cabinet de conseil. Donc, oui, Véronique. Je disais bonjour à tout le monde et bienvenue.
Donc, nous allons au cours de ce webinaire évoquer des aspects essentiels de management. Certains d'ailleurs ne sont pas spécifiques au télétravail, ce sont plus des fondamentaux qu'il s'agit de retrouver sur ces nouvelles pratiques de travail. Certaines se sont traduites par des textes de loi où en tous les cas les pratiques avec le retour d'expérience ont permis d'ajuster au fur et à mesure des articles de loi. Nous le verrons avec Sébastien Grandjean. Et en tous les cas, on est dans actuellement une situation inédite et les managers sont en première ligne pour y répondre. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte d'être dans une démarche d'adaptation à ce qui se joue actuellement. Donc, le but du jeu, c'est de prendre le temps pour le manager de bien préparer les conditions de télétravail. Si elles sont déjà mises en place, eh bien, c'est à un moment donné de prendre du recul, de la hauteur pour se dire qu'est-ce qui fonctionne bien aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne moins bien et ce sur quoi ça fonctionne moins bien, eh bien, trouver des solutions. Et même si on est le nez dans le guidon, même si on doit avancer vite, il est important de garder en tête que ce temps qu'on passe au départ, ça peut être vite amorti par la suite. C'est-à-dire que derrière, si on améliore nos pratiques, chacun d'entre nous dans l'entreprise peut gagner un temps important par la suite. Donc, ce temps de départ est vite amorti. Donc, il est vraiment important de prendre cette hauteur pour reprendre la maîtrise du service, d'une entreprise et ne pas se sentir passif et amené par les circonstances. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Sébastien pour commencer à aborder le cadre du télétravail d'une manière générale et puis avancer sur certains points juridiques. Ah oui, merci Sabrina. Bonjour à tous. Vous l'avez compris, le webinaire de ce matin est essentiellement consacré au télétravail, mais sous la forme du management, le rôle du manager et du management dans la mise en place d'un télétravail performant. Donc, moi, je vais vous présenter les aspects juridiques, mais je tiens à préciser, effectivement, à repréciser que l'objet de ce webinaire est bien avant tout de se concentrer sur les bonnes pratiques managériales. Alors, pour planter un peu le décor quand même sur l'aspect juridique, un rappel du cadre des principaux textes qui gouvernent le télétravail. Je ne sais pas si vous connaissez l'historique des textes qui ont mis en place le télétravail, mais ça a commencé avec un accord national interprofessionnel de 2005 qui a été signé par les organisations syndicales et des organisations patronales et organisations syndicales. Cet accord national de 2005, finalement, a été le premier acte, le premier texte qui définissait le télétravail en tant que tel, le télétravailleur, mais également un peu les modalités d'organisation du télétravail. À la suite de cet accord national de 2005, on a eu une transposition dans le Code du travail d'un certain nombre de principes qui étaient déjà dans cet accord national de 2005. On a ensuite une évolution législative assez importante en 2017 avec les ordonnances Macron. Et aujourd'hui, on se retrouve donc sur le cadre normatif avec cet accord de 2005 et des dispositions dans le Code du travail qui ont assoupli à certains égards les dispositions qui étaient contenues dans l'accord national de 2005. Simplement, j'attire d'emblée votre attention sur le fait que l'accord national de 2005 vise un télétravail régulier, alors que les textes qui se trouvent aujourd'hui codifiés dans le Code du travail visent un télétravail uniquement sur la base du volontariat, sans faire référence à un télétravail régulier, occasionnel ou exceptionnel. Donc ça va être quand même intéressant de bien identifier cette différence. Alors sur les textes, accord national de 2005, les dispositions du Code du travail, il y a une réflexion en cours également au niveau des partenaires sociaux, organisations professionnelles, patronales et organisations syndicales, justement, pour faire un peu une refonte du télétravail, enfin en tout cas réfléchir à l'opportunité ou pas de modifier, de refaire un nouvel accord national interprofessionnel ou de modifier l'accord national interprofessionnel de 2005. Cette réflexion en cours
Évidemment, vous avez compris, hein, dans le contexte de la crise sanitaire, du télétravail qui a été mis en place de manière un petit peu forcée, contrainte et forcée, les partenaires sociaux se sont réunis à l'été et se sont dit, voilà, il faut peut-être qu'on réfléchisse, fasse un peu le point sur ce qui a marché et sur ce qui n'a pas marché, et qu'on puisse refaire un peu un diagnostic et voir pour faire des évolutions aux dispositions, au cadre juridique actuel. Donc, il y a un diagnostic partagé qui a été paritaire, qui a été comment dire, publié le 22 septembre 2020. Et ce diagnostic paritaire est le premier acte d'une négociation interprofessionnelle sur le télétravail. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce qu'on se dit aujourd'hui, à la fois sur le cadre juridique, mais aussi peut-être sur des pratiques managériales, eh bien, les partenaires sociaux sont en train d'y travailler, en train de réfléchir. Alors après, qu'est-ce qui va sortir de cette négociation interprofessionnelle en cours ? C'est pas sûr qu'on ait un nouvel accord national interpro, parce que les organisations syndicales aimeraient bien qu'il y ait un nouvel accord national interprofessionnel. Mais par contre, les organisations professionnelles, MEDEF, CPME, selon les informations dont j'ai pu disposer, ne sont pas vraiment trop, comment dire, chaudes à ce qu'on fasse de nouvelles normes sur le télétravail. Et donc, ce que souhaiteraient les organisations patronales, mais on est là au début de la négociation, ce serait plutôt un guide de recommandations, des guides de bonnes pratiques du télétravail, en faisant des différences entre le télétravail régulier, comme on le connaissait en 2005, dans l'année 2005, le télétravail occasionnel et le télétravail exceptionnel. Voilà. En tout cas, ce qui ressort du diagnostic paritaire du 22 septembre, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'enjeux qui sont importants quand on met en œuvre le télétravail. Des enjeux de cohésion sociale, puisqu'on voit qu'il y a des inégalités qui peuvent apparaître entre salariés, entre différentes, comment dire, postes ou missions qui sont confiées aux salariés. Il peut y avoir des enjeux de cohésion sociale liés aussi à la fracture numérique. On ne sait pas forcément toujours très bien utiliser les outils informatiques. Il y a des enjeux environnementaux. On a compris qu'évidemment, le télétravail permettait de réduire les déplacements, mais à côté de ça, on voit qu'il y a une consommation des structures informatiques qui est quand même très importante. Il y a des enjeux en termes d'organisation de l'entreprise, puisqu'on voit bien que le passage au télétravail requiert quand même de modifier les pratiques, de modifier l'organisation de l'activité, et des enjeux managériaux qui sont évidemment très importants. Et ça, on va en parler. Voilà, donc ça, c'est ce qui ressort du diagnostic partagé. Et donc, on verra. Et vous voyez, tout ça, ça part du terrain, ça part des expériences des chefs d'entreprise, des salariés. Et à partir de là, les partenaires sociaux se disent, est-ce qu'on peut modifier la norme? Est-ce qu'on peut modifier le texte? Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'effectivement, les textes, le cadre légal doit quand même accompagner plutôt des pratiques managériales et les sécuriser. Donc voilà pour l'environnement juridique, hein, l'ANI de 2005, les dispositions du Code du travail, la réflexion en cours, et puis vous avez sans doute pas loupé, évidemment, le protocole sanitaire, le nouveau protocole sanitaire qui préconise pour toutes les activités qui sont télétravaillables, le télétravail. Alors, je ne vais pas tout de suite aborder le protocole sanitaire parce que ce n'est pas le cœur de notre webinaire. Mais par contre, en fin de webinaire, on va se laisser un quart d'heure, 20 minutes, si on peut, d'échange. Si vous souhaitez qu'on revienne sur des aspects un peu juridiques du protocole sanitaire, eh bien, j'y reviendrai à ce moment-là. Alors, juste pour avancer sur les aspects juridiques, comme je l'indiquais, on a différents types de télétravail. Le télétravail régulier, le télétravail occasionnel et le télétravail exceptionnel. Et ça va avoir quand même une importance parce que quand on regarde les textes applicables, l'ANI de 2005 fait référence au télétravail régulier. Et cette ANI de 2005 comporte un certain nombre de mesures qui sont applicables aux entreprises qui sont dans le champ d'application de l'accord national interpro. Et donc, toutes les entreprises qui sont adhérentes à la CPME rentrent dans le champ d'application de cet accord national interpro puisque cet accord a été signé par la CPME. Et notamment, ce qu'on retrouve dans cet accord interpro, eh bien, c'est la question du remboursement des frais, du coût lié au télétravail. C'est dans l'accord national interpro. Et les coûts liés au télétravail, c'est une disposition qui avait été supprimée par les ordonnances Macron de 2017. Donc, quand on regarde le Code du travail, on n'a plus aujourd'hui dans le Code du travail la nécessité de rembourser les frais liés au télétravail. Mais par contre, quand on regarde l'accord national interpro, eh bien, c'est une obligation de rembourser les frais liés au télétravail. Bon, simplement, cet accord interpro vise le télétravail régulier
et pas le télétravail exceptionnel. Donc là, il y a peut-être une petite marge de discussion. Vous voyez. Bon, donc déjà, vous voyez, on essaie de naviguer un peu dans les textes et de se dire quels sont les textes qui me sont applicables. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, dans le télétravail exceptionnel lié au Covid, on peut faire abstraction de cet accord national interprofessionnel, mais en tout cas, voilà, il y a quelques petites zones d'ombre et donc ça nécessite d'avoir une réflexion un peu juridique pour savoir éventuellement comment on peut fixer un cadre dans son entreprise qui serait peut-être plus clair que la nébuleuse des textes, des différents textes. Voilà, donc ce que vous pouvez faire sur le plan juridique, mettre en place le télétravail. Le télétravail peut être mis en place de manière informelle. Ça, on le sait depuis justement les ordonnances Macron de 2017. Mais la mise en place du travail de manière informelle, eh bien, ça ne permet pas d'identifier de manière précise les postes éligibles, les modalités de contrôle de l'activité, le contrôle de la charge de travail, les plages horaires pendant lesquelles les salariés peuvent être joignables. Donc, c'est possible de mettre en place le télétravail de manière informelle, mais évidemment, l'intérêt de le faire, c'est que ça se fait sans formalisme, donc c'est assez souple. Mais l'inconvénient, eh bien, c'est que justement, ça n'incite pas à réfléchir à toutes ces problématiques d'organisation du travail, d'égalité de traitement entre collaborateurs et d'être dans l'anticipation. Voilà. Donc, vous pouvez avoir intérêt à mettre en place dans l'entreprise soit une charte, soit un accord sur le télétravail. Dans tous les cas, que vous mettiez en place une charte ou un accord, ça va nécessiter effectivement de discuter en interne avec les représentants du personnel, si vous en avez, ou directement avec les salariés. Voilà. Pour faire un accord ou une charte, ça ne se fait pas de manière unilatérale. Mais le fait de mettre en place l'accord ou la charte, eh bien, permet justement de réfléchir avec les représentants du personnel ou directement les salariés sur les bonnes pratiques et de transcrire dans un accord des règles qui vous permettront d'être dans l'anticipation. Alors, vous pourriez me poser la question de savoir quel est l'intérêt, la différence entre la charte et l'accord d'entreprise. La charte, elle peut être mise en place après avis du CSE s'il y a un CSE dans l'entreprise ou après concertation avec les salariés s'il n'y a pas de CSE. Donc, c'est d'un certain point de vue plus souple qu'un accord d'entreprise qui, lui, va nécessiter la signature d'un accord avec des représentants du personnel ou dans les entreprises qui n'ont pas de représentants du personnel, on peut mettre un accord, on peut mettre en place un accord d'entreprise par référendum, mais c'est dans les entreprises jusqu'à 20 salariés. Donc, c'est plus souple de mettre en œuvre une charte. Mais par contre, l'accord d'entreprise présente un intérêt dans le sens où finalement, on va aller chercher l'adhésion des salariés par la signature d'un accord et pas simplement un avis consultatif. Donc, c'est quand même plus fort sur le terrain du dialogue social de faire un accord d'entreprise. D'autre part, sur le terrain, c'est un peu technique, un peu juridique, mais sur la problématique de l'égalité de traitement, quand on fait un accord d'entreprise, eh bien, les différences de traitement qui peuvent exister entre salariés sont présumées être justifiées. Par exemple, vous allez définir que telle catégorie de personnel peut recourir au télétravail et telle autre ne peut pas recourir au télétravail. Eh bien, si vous mettez ça, si vous l'écrivez dans un accord d'entreprise, l'employeur bénéficie d'une présomption de justification. Ça veut dire qu'un salarié qui viendrait contester ce principe sur le terrain de l'égalité de traitement devrait prouver qu'il a subi un traitement inégalitaire. Vous voyez, donc ce sera à lui d'apporter la preuve. Donc ça, c'est intéressant pour l'entreprise. S'il y a la charte, uniquement une charte, eh bien, l'employeur ne bénéficie pas d'une présomption d'égalité de traitement. Donc ça, c'est évidemment un deuxième intérêt à mettre en place un accord par rapport à une charte. Et puis enfin, l'intérêt, c'est ceux que j'ai identifiés, il y en a peut-être d'autres, vous me direz dans les discussions tout à l'heure si vous voulez. Un autre intérêt de mettre en place un accord d'entreprise par rapport à une charte, eh bien, c'est que l'accord d'entreprise peut déroger aux dispositions de l'accord national interprofessionnel de 2005. Voilà. Et je vous disais tout à l'heure que l'accord national interprofessionnel de 2005 prévoit justement la question du coût lié au télétravail. Donc, il y a une zone d'ombre un petit peu aujourd'hui. Si on fait simplement une charte ou un accord informel avec les salariés, eh bien, c'est pas trop, ça n'est pas évident. C'est un peu instable sur le plan juridique pour savoir si oui ou non il faut prendre en charge les frais liés au télétravail. Si vous faites un accord d'entreprise, vous pouvez dans cet accord régler le problème. Voilà dans les grandes lignes les principaux avantages de l'accord d'entreprise par rapport à la charte. Si vous mettez en place une charte ou un accord, il y a des mentions obligatoires dans votre charte. Alors là, je ne vais pas tous les lister parce que justement, on va voir avec ce que vont nous dire Sabrina et Véronique
dans la mise en place du management, vous allez voir qu'en partant de la réalité du terrain, finalement, on va retrouver un certain nombre de, comment dire, de principes à inscrire, à traduire dans la charte ou dans l'accord d'entreprise, mais qui sont en fait la résultante de pratiques managériales. Voilà. Donc, pour le contenu de la charte ou de l'accord, je ferai peut-être des petits commentaires en fonction de ce que nous diront Sabrina et Véronique pour rattacher ça à des principes juridiques, mais on va voir ça sous l'angle management. Voilà ce que je voulais vous dire. On reviendra à la fin, si vous voulez, sur les problématiques de santé au travail, d'accidents du travail, les problématiques sanitaires du moment. Mais donc, maintenant, je vais passer le relais à Sabrina ou Véronique pour qu'elles puissent aborder les thématiques managériales. Merci Sébastien. Donc, je prends le relais. Bonjour à toutes et tous. N'hésitez pas à poser les questions que vous auriez au fur et à mesure dans le chat et on y répondra à la fin si on a aussi le temps pour pouvoir répondre à toutes. Alors, pour faire le lien avec ce que vient de dire Sébastien, et notamment avec les conditions de passage ou de mise en œuvre du télétravail, il est important avant tout de définir des règles de fonctionnement en télétravail pour pouvoir s'accorder sur une réalisation effective du travail, pouvoir maintenir le collectif et l'entraide au sein des équipes et s'assurer d'un bon niveau de performance collective. Donc, cela est évidemment à faire à l'échelle collective, comme a pu le dire Sébastien, donc avec l'ensemble des salariés et éventuellement les représentants du personnel si vous en avez. L'idée étant de continuer à répondre au mieux à la réalisation des objectifs du service ou de pouvoir les adapter à la nouvelle donne, tout en maintenant suffisamment de liens professionnels dans un contexte donc, de travail à distance. Ces règles donc, de fonctionnement à mettre en place doivent permettre d'éviter, d'une part, l'isolement de certains collaborateurs, de favoriser des moments d'échange, à la fois formels et informels, comme cela peut exister en présentiel, de maintenir la motivation de chacun, de pouvoir favoriser l'expression rapide des difficultés de l'un ou de l'autre des membres de l'équipe, de façon à ce qu'ils puissent obtenir de l'aide rapidement si à un moment ou à un autre, ils ont une difficulté. Donc, ces règles peuvent passer, par exemple, par la fixation de points individuels réguliers entre le manager et chacun de ses collaborateurs, des points avec l'ensemble de l'équipe, des moments d'échange entre des personnes d'un même service ou non, mais qui ont l'habitude de fonctionner ensemble pour pouvoir réaliser leur mission, des moments d'échange qui, eux, vont être plutôt informels entre les membres de l'équipe pour pouvoir continuer à développer la solidarité et la cohésion. Et bien sûr, des moments de convivialité qui sont majeurs dans ce contexte perturbé pour pouvoir maintenir le lien social. C'est par exemple des déjeuners en visio, des apéros le vendredi soir en visio, etc., etc. Et là, il y a moyen d'être très innovant sur ce genre de choses. Donc, les règles de fonctionnement, c'est aussi de pouvoir définir des horaires de travail à respecter. De préférence, on conseille que ce soit les mêmes que ceux qui sont habituellement mis en œuvre au bureau. De respecter également le droit à la déconnexion, également dans les mêmes conditions que ce qui a pu être mis en place quand les gens sont au bureau. Et le tout avec des moyens matériels qui seront adaptés et dont Sabrina va vous parler maintenant. Alors, merci Véronique. Juste un petit commentaire, si vous me permettez, pour rebondir sur ce que vient de dire Véronique. Justement, Véronique vient de dire que l'intérêt d'un point de vue managérial de définir des plages horaires de travail et de respecter le droit à la déconnexion, et bien justement, la définition des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié, ça fait partie des mentions obligatoires de la charte ou de l'accord sur le télétravail. Et l'utilisation d'un matériel, d'un équipement informatique et des modalités d'utilisation de ce matériel informatique, ça fait également partie des préconisations ou des règles que l'employeur doit rappeler aux salariés. Voilà, donc en partant du management, vous voyez qu'on traduit ça, on a cette traduction managériale
dans les textes. Et je pense que ce que va nous dire Sabrina aussi, on y trouvera quelques répercussions dans les textes. Oui, justement, Sébastien, je voulais revenir sur la définition du télétravail parce que je pense qu'en lien avec l'ensemble des outils, des moyens à disposition, c'est important de se remettre cet élément en tête. Si tu peux le retrouver. Oui, tout à fait. Le télétravail, effectivement, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, le télétravail, c'est une forme d'organisation du travail qui pourrait se faire, comment dire, dans les locaux de l'entreprise, mais qui se fait à distance à l'aide des outils de la communication et de l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire la différence entre un télétravail, entre un télétravailleur et un salarié itinérant. Vous voyez, par exemple, le commercial de la région Grand Ouest dont le siège de l'entreprise est situé en région parisienne, eh bien, ce commercial, il n'a pas forcément un bureau dans les locaux de l'entreprise. Et dans ce cas-là, le fait qu'il n'ait pas de bureau, qu'il ne puisse pas accomplir sa mission dans les locaux de l'entreprise, fait de lui un travailleur itinérant, mais pas un télétravailleur au sens juridique du terme. Voilà. Et ce n'est pas le même régime du coup, parce que quand on parle de télétravail, eh bien, il y a des textes spécifiques au télétravail. Merci Sébastien. Donc, oui, pardon Sabrina, et donc ça veut dire utiliser les outils de l'information et de la communication. Donc, ça veut dire que si on n'a pas d'outils d'information et de la communication, le télétravail n'est pas possible par définition, vous voyez. Exactement, c'était ce sur quoi justement je voulais rebondir, c'est vraiment l'importance de l'adaptation des outils de travail. Et donc, les entreprises qui fonctionnaient beaucoup avec certains outils non partagés, avec encore parfois des outils papier, eh bien, on arrive au bout de ce modèle. Et si vous voulez être performant durablement sur une activité de télétravail, alors là, le confinement fait qu'on en a encore pour un petit moment, mais une fois que ce sera terminé, il y aura une modification durable des pratiques qui feront que de toute manière, on ne pourra plus retourner comme avant parce que ce sera dépassé, ce sera obsolète. Donc là, c'est vrai que le contexte fait qu'on a pas mal de choses sur lesquelles avancer en parallèle, mais l'adaptation des outils de travail est essentielle et c'est du rôle typiquement du manager d'identifier comment se met en place le télétravail, de quoi ont besoin les équipes pour bien travailler ensemble. Donc, il y a l'activité vraiment du service. Comment faire en sorte que ça soit fluide et qu'il puisse y avoir des interactions de travail entre les différents salariés. Et puis, chaque salarié, avec les spécificités de son poste, nécessite peut-être d'avoir des moyens qui soient aménagés et qui lui permettent effectivement de remplir sa mission. Donc, le manager va être à l'écoute de tous les besoins de son équipe. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que derrière, il puisse y avoir identification des outils qui correspondent aux besoins, parce que quelquefois, on va directement sur des produits catalogues et puis on essaye de faire coller les choses. Mais le but du jeu, c'est vraiment de partir du besoin de son service, du salarié ou de l'entreprise et ensuite de faire la démarche d'aller voir quels sont les outils qui peuvent correspondre et non pas l'inverse. C'est vraiment l'outil qui va s'adapter aux personnes en place et non pas l'inverse. Et ça, typiquement, c'est du rôle du manager pour des entreprises de taille, on va dire, relativement humaine, comme on dit. Dès qu'on passe sur des grandes entreprises, il y a des référents informatiques qui peuvent en partie amener ça, mais la compréhension des besoins, il faut vraiment la prendre à la base. Ce sont les salariés avec le manager qui peuvent transmettre ses besoins. Alors, on a les besoins au niveau outils purement de travail, mais en ayant aussi un point d'attention sur la partie communication, outils de communication. Il y a de la distance physique qui crée par la force des choses au bout d'un moment une distance également dans la relation de travail. Comment faire en sorte de compenser en partie ça par des outils
qui vont faciliter la communication, qui vont la promouvoir pour entretenir ce lien social. Véronique, tout à l'heure, parlait d'occasions qui permettent de maintenir le lien social. Certains outils de communication permettent également de pouvoir renforcer cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si effectivement on prend le temps de bien faire les choses, c'est que derrière, c'est une prise en considération des besoins des salariés. Ils ne sont plus obligés, entre guillemets, de se débrouiller seuls chez eux à distance, mais il y a vraiment cette prise en compte qui est une forme de reconnaissance du travail. Donc, c'est motivant pour eux, surtout dans ce contexte. Et puis derrière, une fois que c'est mis en place, on y a passé du temps, mais ce temps-là, il est amorti par la performance du salarié, parce que quand on a des bons outils derrière, eh bien, on sait faire du bon travail. Et inversement, si on se dit on verra ça plus tard, eh bien, on colmate les brèches, les équipes se fatiguent, et au bout du compte, non seulement il y a de la fatigue installée, mais en plus, on en est resté au point de départ au niveau de l'outillage. Donc, c'est en plus des règles de fonctionnement, ce sont deux prérequis qui sont essentiels, et le manager doit se saisir de cette mission-là. Alors, en plus de ces éléments, parce qu'effectivement, ça se rajoute, on a les règles de fonctionnement, les outils de travail, on va passer à une autre dimension qui est également importante et dont va nous parler Véronique. C'est la partie autonomie de travail pour les salariés. Comment ça se passe de ce côté-là? Alors, en effet, pour pouvoir bien fonctionner en télétravail, le niveau d'autonomie des collaborateurs doit être bon. C'est-à-dire que le manager doit pouvoir s'assurer que chacun de ses collaborateurs a un niveau d'autonomie suffisant pour pouvoir travailler seul. Donc, il va devoir évaluer ce degré d'autonomie pour chacun de ses collaborateurs et le faire avec eux. Et dans les cas où ce degré n'est pas forcément suffisant, mettre en place un certain nombre d'actions pour favoriser la montée en autonomie, en identifiant évidemment des marges de progression pour que le salarié puisse gagner en compétences et en confiance à pouvoir travailler seul. Parce que le risque de proposer une organisation autonome à des salariés qui ne le seraient pas suffisamment serait d'impacter les résultats à la fois individuels et collectifs, mais aussi d'impacter le niveau de confiance en fait en eux de chacun des salariés qui ne seraient pas suffisamment autonomes. Donc, il va falloir pour le manager estimer au mieux l'autonomie, à la fois au niveau du collectif du travail, c'est-à-dire de l'ensemble de son équipe, mais aussi au niveau individuel de chacun de ses salariés, et notamment pour les salariés qui travaillent sur un process clé de l'entreprise, qui ne doit évidemment pas poser de difficultés, surtout dans ce contexte compliqué. Alors, cela va pouvoir passer par un échange avec chacun de ses collaborateurs sur ses propres besoins, les propres besoins de chacun des collaborateurs, pour pouvoir travailler au mieux seul. Et puis, en fonction de cela, le manager va mettre en place un accompagnement pour pouvoir rendre autonome de manière progressive les collaborateurs qui en auraient besoin. Et enfin, il devra mettre en place un suivi régulier avec chacun, cette fois-ci, y compris ceux qui sont suffisamment autonomes, pour s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble de ses collaborateurs, mais aussi au niveau de l'équipe, du bon fonctionnement en autonomie. Et c'est à partir de ce moment-là que le manager pourra être en capacité d'optimiser l'organisation de son service et les résultats professionnels. Donc, du niveau d'autonomie va dépendre les objectifs qu'il fixera à chacun de ses collaborateurs. Et c'est ce que Sabrina va nous expliquer maintenant. Oui, effectivement, comme dans tout service, dans toute entreprise, pour atteindre les résultats, le but du jeu, c'est de définir différents objectifs. Comment s'y prendre de manière opérationnelle pour atteindre nos résultats. Et ces objectifs-là évoluent avec la situation de travail. Évidemment, en lien avec l'autonomie des personnes, parce que quand on est dans un collectif
eh bien, la dynamique de groupe en présentiel fait que pour certains, c'est stimulant et ça leur permet de pouvoir assez facilement répondre à leurs activités. Après, quand on est chez soi seul et qu'on doit toute la journée et semaine après semaine garder le même rythme de travail, eh bien pour certains, il y a ce risque de glisser. Glisser, ça veut dire que tout doucement, on décroche de son activité professionnelle ou alors on se sent seul et ce sentiment de solitude fait qu'on devient moins efficace. Donc le but du jeu, c'est d'avoir des objectifs qui soient tenables pour tout le monde et qui permettent de servir de fil conducteur, qui maintiennent l'intérêt, l'attention et du coup l'activité de travail pour pouvoir avancer dans son activité. Alors, ces objectifs, le but du jeu, c'est de faire en sorte qu'ils soient smart. Alors, certains d'entre vous doivent connaître les objectifs SMART. Je les rappelle assez brièvement. Donc, ils doivent être spécifiques. Ça veut dire que s'ils sont liés au service, ils doivent être en lien direct avec l'activité du service. S'ils sont individuels, en lien direct avec l'activité de la personne et non pas tributaires d'autres. Le but du jeu, c'est vraiment de faire en sorte que ça soit lié à la performance, à l'activité de la personne. Donc ça, c'est la partie spécifique. Mesurable, c'est-à-dire que le manager, dans son rôle, il doit être en capacité de mesurer et de savoir si effectivement les salariés maintiennent leur niveau d'activité ou pas. Et si ça n'est pas le cas, eh bien du coup, c'est un indicateur qui est important pour revenir à la personne et identifier quelle peut être la source. Ça peut être notamment le degré d'autonomie, mais ça peut être aussi un problème qui fait que ça bloque la personne. Donc, c'est important de mesurer tout ça. Ensuite, acceptable, ça veut dire qu'il soit accepté par le salarié, que ça lui paraît cohérent, que ça ait du sens. On a le côté réaliste aussi. Alors, quelquefois, on a des objectifs qui sont très élevés et qui ne correspondent tout simplement pas à la réalité du moment. Donc, et ça, les salariés le savent. Le manager le sait assez souvent. Ça veut dire qu'on va se fixer des choses impossibles. Et le but du jeu, c'est vraiment d'adapter les objectifs en télétravail pour faire en sorte que ça soit réaliste. Et enfin, on les délimite dans le temps. Le but du jeu, c'est de se donner une journée, une semaine ou un mois, de partir et de s'accorder ensemble sur le temps nécessaire pour la réalisation. Donc, alors, pourquoi c'est aussi important de définir ces objectifs-là? Eh bien, tout simplement parce que ça va motiver les personnes, que si les objectifs sont réalistes, eh bien, derrière, ils savent que si ils apportent un niveau d'effort raisonnable, ils auront la réussite au bout. Si le niveau d'effort est trop important, ils savent que ça n'est pas possible, c'est un effet contre-productif. Donc, il vaut mieux revoir les objectifs et le but du jeu, eh bien, c'est tout simplement de définir ces objectifs-là avec les salariés parce qu'avec leur connaissance de leur poste, ils sont en capacité de dire dès le départ si techniquement c'est possible ou pas. Et si on s'accorde ensemble, eh bien, on garde ce lien de travail et puis la confiance se maintient entre le salarié et le manager. Alors justement, on va aborder un peu plus en détail cette partie confiance avec Véronique qui reprend la parole. J'avais noté que c'était toi, Sabrina, sur la confiance. Ah oui, d'accord. Eh bien, ça marche. Donc, le but du jeu, c'est de favoriser les relations de confiance, surtout dans un contexte comme on le connaît aujourd'hui, qui est anxiogène.
Donc voilà, il y a des choses qui se passent. Comment faire en sorte d'assurer la continuité de service? Comment faire en sorte de garder le nord dans ce contexte? Eh bien, là encore, le manager a une place active dans cette action-là. Donc, le but du jeu, c'est tout d'abord de connaître le fonctionnement de son équipe, ses points forts et également ses points de progrès, parce que c'est indispensable de savoir comment ça peut fonctionner. Et à partir de ce moment-là, que le manager puisse communiquer de sa confiance, qu'il témoigne de sa confiance, non pas sur tout, mais vraiment sur les points dont il sait que derrière, le salarié ou le service est en capacité de répondre. Donc, le but du jeu, c'est vraiment que les salariés savent que derrière, on continue de leur faire confiance, même si on est en situation de télétravail. Alors, ça paraît évident, mais pour certains managers, le fait d'être à distance fait qu'ils ont besoin de sentir, de garder le contrôle. Et du coup, certains se perdent dans certaines actions qui font que le salarié derrière, il a la pression, il sent qu'il a le contrôle sur lui et du coup, un manque de confiance. Donc, c'est l'effet inverse qu'il faut mettre en place. Il faut qu'il sente que même s'il est chez lui en télétravail, la confiance, elle est toujours là, elle est maintenue. Et puis, sur les aspects qui sont des points de progrès, le but du jeu, eh bien, tout simplement, c'est que le manager puisse accompagner le salarié, on l'avait vu tout à l'heure, et puis s'il ne peut pas le faire lui-même, parce que des fois ça déborde de sa fonction, eh bien, il émet un besoin de formation qui permette à la personne eh bien, d'acquérir les compétences manquantes et d'avoir elle-même confiance dans ses compétences dans un contexte de télétravail. Alors, pour maintenir la confiance, ça peut paraître l'inverse, mais il est aussi indispensable d'avoir quelques indicateurs de suivi. La confiance n'exclut pas le suivi. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas laisser les salariés en roue libre. Ça n'est pas possible. Tout simplement parce qu'ils ont besoin de savoir que c'est cadré. Et puis, derrière, le manager est le garant du bon fonctionnement. C'est-à-dire que s'il laisse en roue libre, il ne sait pas comment ça tourne et du coup, il n'est pas en capacité de pouvoir tenir son rôle d'être réactif en cas d'imprévu. Donc, d'avoir quelques indicateurs, simplement quelques-uns, à des étapes clés ou sur des activités vraiment essentielles du service pour s'assurer que ça continue de bien fonctionner. Et ça, les salariés, normalement, le savent et pour eux, c'est acceptable. Ça ne s'oppose pas à la confiance, c'est complémentaire pour s'assurer que le service continue de bien fonctionner. Donc, je ne sais pas si vous avez des petits commentaires par rapport à ça, si ça vous paraît évident. Il y avait des commentaires, je me permets Sabrina, notamment M. Dupéret qui rebondissait sur l'autonomie et qui soulevait un problème par rapport aux nouveaux embauchés. Je ne sais pas si M. Dupéret veut activer son micro et expliquer un peu plus sa question. Oui, en fait, c'était plus une réflexion sur le fait de dire que quelqu'un qui arrive dans l'entreprise depuis peu face au confinement là, de début novembre, là, il y a une vraie difficulté d'accompagnement. Alors, le but du jeu, c'est vraiment de bien préparer l'accompagnement. Ça veut dire qu'intégrer un nouvel embauché en situation de télétravail, ça va demander du temps supplémentaire à une personne qui peut être, par exemple, tuteur de ce nouvel embauché, parce que par lui-même, il ne connaît pas encore le fonctionnement, peut-être pas tous les outils, et puis il y a une sorte de culture, il y a des éléments à lui transmettre. Donc, le but du jeu, c'est de trouver le moyen de lui apporter l'accompagnement dont il a besoin. Et cet accompagnement, il va se baser en partie
sur les compétences que vous avez pu identifier lors du process de recrutement et également sur des aspects, des zones de flou peut-être lors du recrutement, des points d'interrogation. Eh bien, le but du jeu, c'est de voir si effectivement, sur ces points-là, il a besoin d'être soutenu, d'être formé ou pas. Donc, il faut vraiment s'en référer à ce qu'on avait évalué de lui auparavant. Et encore une fois, le but du jeu, c'est les points forts, les points de progrès. Et c'est pour ça que le recrutement est aussi important. Sabrina, je rajouterais que quand on intègre de nouveaux embauchés comme ça, je pense que ça peut être bien de pouvoir fournir un certain nombre de documents formalisés. Et c'est là que c'est pas toujours existant dans les entreprises, des documents qui sont rédigés, dans lesquels on va pouvoir présenter l'organisation, présenter les modes de fonctionnement, les valeurs, la culture, même si évidemment ça s'explique, on est d'accord, mais ça peut déjà permettre une première prise de connaissance par le nouveau collaborateur. Et puis, un certain nombre de documents dans lesquels seront expliqués les processus de l'entreprise, des modes opératoires alors de l'entreprise et particulièrement des domaines sur lesquels le nouveau collaborateur sera amené à travailler. Donc, d'où pour moi, il me semble l'intérêt de formaliser un certain nombre de choses qui n'étaient peut-être pas forcément auparavant, surtout dans les petites structures où on fonctionne peut-être plus sur l'oral. Mais le télétravail, je pense, nécessite de formaliser davantage de choses pour justement pouvoir permettre aux collaborateurs d'acquérir une autonomie sans que le manager soit obligé de tout expliquer dans le détail. Il y a déjà des supports qui existent et ça va lui permettre aussi à lui de gagner ce temps-là et du coup d'être plus en backup pour pouvoir répondre aux questions que la personne peut se poser après avoir pris connaissance de l'ensemble de ces documents-là. Ouais, oui, le but du jeu, c'est de vraiment concilier les deux. C'est d'avoir ces supports écrits plus un accompagnement pour être au mieux. C'est vrai que ce qu'on se dit là, ça fonctionne dans un télétravail anticipé, on va dire. Et c'est d'ailleurs un des enjeux de la négociation interprofessionnelle qui s'est ouverte, c'est justement d'être dans l'anticipation de ce genre de situation. Donc, effectivement, ce que proposent Sabrina et Véronique avec un système de parcours d'intégration un peu formalisé, un peu cadré, qui permet vraiment d'accompagner les nouveaux entrants. Ça, c'est quelque chose finalement sur lequel il faut être amené à travailler. Ça paraît évidemment un outil très utile. Après, la question, c'est dans le contexte actuel, Monsieur Dupéret, effectivement, si les outils n'existent pas et qu'on a des nouveaux entrants, qu'est-ce qu'on fait en fait derrière, on peut, je ne sais pas si c'est comme ça que, si je traduis bien votre pensée, mais est-ce qu'éventuellement, ça pourrait être un cas de dérogation au télétravail obligatoire à l'intégration de nouveaux entrants? Alors là, c'est une question qui est un peu ouverte. C'est-à-dire que effectivement, la question de savoir si le télétravail aujourd'hui, c'est pour toutes les activités qui peuvent être télétravaillées et si jamais l'employeur estime que telle ou telle activité n'est pas télétravaillable, c'est à lui, en cas de contrôle ou en cas de difficulté, d'aller expliquer que les activités en question n'étaient pas télétravaillables. Donc, si on rattache ça à votre nouvel entrant, est-ce que votre nouvel entrant, il a besoin d'un manager? Est-ce qu'il a besoin d'un encadrement pour s'imprégner de la culture de l'entreprise, pour le guider? Donc voilà, je pense que c'est des questions. Et là, il n'y a pas de réponse oui-non, en fait. Il n'y a pas de réponse oui-non. Simplement, il faut essayer de rendre les choses un peu objectives. Est-ce que, objectivement, mon nouvel entrant, il ne pouvait pas y arriver tout seul parce que effectivement, c'est peut-être un nouvel entrant, mais qui n'a aucune expérience professionnelle. C'est un poste qui requiert d'avoir un peu par l'exemple l'apprentissage avec un tuteur, la prise en main, l'appréhension de toutes les composantes du poste et que ça peut pas se faire à distance. Enfin, vous voyez, donc ce qu'il faut, voilà, c'est j'ai envie de dire, moi, pourquoi pas, quoi? Pourquoi pas considérer que c'est effectivement quelque chose qui empêche de faire du télétravail. Mais dans le contexte actuel, évidemment, prudence, il faut rendre ces choses objectives, quoi. C'est ce que j'ai fait pour le moment. Pour le moment, ils sont restés à l'entreprise. Vous êtes pas le seul. Il est dans l'entreprise.
Oui, non, mais vous n'êtes pas le seul, hein. Moi, je le fais aussi pour certains clients, effectivement. Et autant sur le premier confinement au mois de mars-avril, bah, finalement, tout le monde les nouveaux entrants ont été placés en activité partielle, en réalité. Certains ont été placés en activité partielle, estimant qu'il n'y avait pas les outils numériques pour travailler à distance et qu'ils ne pouvaient donc pas travailler à distance et qu'ils ne pouvaient pas travailler en présentiel, pour le coup. Bon, là, c'est différent. La question, ce n'est pas l'activité partielle ou le présentiel. Enfin, la question, ce n'est plus l'activité partielle. La question, c'est le présentiel ou le télétravail, quoi. Donc là, effectivement, pour ceux qui étaient en activité partielle au mois de mars-avril, bah, ceux-là, parce qu'ils étaient nouveaux entrants et que voilà, ils ne pouvaient pas télétravailler, aujourd'hui, la réponse parallèle, c'est plutôt le présentiel. Vous voyez ? De manière assez méthodique, en fait, tous les points qu'on a abordés jusqu'à présent, il faut les intégrer dans cette réflexion-là. C'est-à-dire, est-ce que les règles de fonctionnement sont clairement définies et partagées? Est-ce qu'elles sont formalisées, comme disait Véronique? Parce que si elles le sont, la personne, elle a déjà, au moment de son arrivée, on va dire les règles du jeu, entre guillemets, de l'entreprise, de son poste de travail. Quel est son niveau d'autonomie? Est-ce qu'on lui a fixé des objectifs clairs pour ses premiers jours dans l'entreprise ou pas? C'est tous ces éléments qui sont à prendre en compte et qui font que dans certains cas, eh bien, on va fonctionner comme ça. Dans un autre, ce sera une autre formule qui va être la meilleure. Et le but du jeu, c'est d'être suffisamment souple pour détecter à quel moment on passe d'un mode à un autre, à quel moment on évolue dans l'accompagnement des nouveaux embauchés. Alors justement, ça permet aussi d'avancer sur nos thématiques associées au management et télétravail. Il y a notamment le niveau d'écoute qui est également important pour savoir, côté salarié, quel est son point de vue sur ce sujet-là, mais également sur d'autres sujets. Et là, donc le niveau d'écoute, il me semble que c'est toi, Véronique, qui aborde cette partie. Exactement. Merci, Sabrina. Donc, c'est vrai que dans ce nouveau contexte de télétravail, le manager doit s'assurer que son équipe et chacun de ses collaborateurs pris individuellement, ça c'est important, est vraiment en capacité de bien fonctionner et de pouvoir réaliser ses missions, qu'ils soient nouvel embauchés ou pas. Donc, pourquoi c'est important d'avoir ce bon niveau d'écoute et d'attention? Parce que ça va pouvoir permettre de s'assurer que la charge de travail de chacun qui a pu évoluer compte tenu de ce nouveau contexte du télétravail reste bien à 100%, qu'elle ne monte pas à 120% parce que ça ne tiendrait pas dans le temps et qu'elle ne baisse pas non plus à 80% parce que là, les objectifs du service ne pourraient pas être réalisés. L'écoute et l'attention, c'est également important parce que ça permet aussi de plus rapidement se rendre compte d'incohérences ou de problèmes qui pourraient intervenir chez l'un ou chez l'autre, ou au niveau du collectif. L'attention, c'est aussi pouvoir donner des perspectives aux salariés, pouvoir continuer à les impliquer dans la vie de l'entreprise. Et donc, quelque part, de pouvoir continuer à les fidéliser, puisque dans un contexte comme celui que nous vivons aujourd'hui, si les meilleurs s'en vont, ça devient une vraie problématique. Un salarié qui ne sait pas si tout va bien va se poser la question de savoir s'il va rester ou pas dans l'entreprise, alors que s'il est intégré dans la vie de l'entreprise, il aura moins envie d'en partir. Donc pour cela, l'écoute et l'attention sont majeures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que être à l'écoute et disponible, ça permet d'estimer la capacité des salariés à travailler seuls, à distance, et surtout que ça puisse durer dans le temps. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir développer sa vigilance pour pouvoir détecter les problèmes rapidement. Porter son attention, c'est aussi donner du sens et expliquer les choses, notamment aux nouveaux embauchés. C'est porter de l'attention et écouter, ça permet aussi de rassurer les collaborateurs. Et évidemment, ça passe par la valorisation du positif, des choses, des petites choses tout simplement qui sont faites et bien faites. Ça permet de rassurer, de donner confiance aux collaborateurs et du coup de leur permettre d'être plus facilement aussi en autonomie. On a pu en parler tout à l'heure.
Alors, cela va demander évidemment de ne pas fonctionner dans l'urgence, pour pouvoir être suffisamment à l'écoute et porter de l'attention, de prendre le temps et le recul qui seront nécessaires pour pouvoir analyser justement les situations, prendre le temps de les analyser chacune. Et ça nécessitera aussi d'adapter sa communication. Alors, adapter sa communication, c'est aussi un élément qui est majeur dans ce contexte. Et ça passe par quoi? Alors évidemment, le dirigeant est le premier à devoir adapter sa communication. Et en cette période où les gens ne sont pas sur place, adapter sa communication, ça passe d'abord par pouvoir donner des informations sur l'actualité de l'entreprise. C'est les nouvelles affaires, c'est les réussites, même les plus minimes, ce qui permet de rassurer, de donner des nouvelles qui sont engageantes. Et dans un contexte compliqué, c'est important pour les collaborateurs. Donc, chacun doit avoir besoin, a besoin de bonnes nouvelles. Mais il ne faut pas non plus cacher les situations difficiles aux salariés pour pouvoir éventuellement les préparer si malheureusement, à un moment, la situation de l'entreprise devient vraiment critique. Donc, c'est important qu'ils aient des informations sur la vie de l'entreprise en toute transparence. Et donc, de manière générale, quand on communiquera sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, eh bien, ce sera bien de le mettre aussi en parallèle de ce qui va. Et puis, de se dire, par rapport à ce qui ne va pas, quelles sont les améliorations qu'on peut trouver, qu'on peut imaginer pour transformer la situation. Et puis, c'est bien de pouvoir aussi évoquer les sujets qui peuvent l'être avec les salariés pour pouvoir recueillir des bonnes idées. Encore une fois, ça participe de l'implication des collaborateurs dans la vie de l'entreprise. Pouvoir mettre sur la table un sujet de réflexion, un éventuel sujet de développement, par exemple, pour l'entreprise, et demander aux salariés de pouvoir exprimer des idées. Et ce sera une occasion pour ceux qui sont plutôt créatifs et qui aiment qu'on puisse leur demander leur avis, de pouvoir l'exprimer. En revanche, quand il s'agit de problèmes qui apparaissent et sur lesquels le dirigeant ou le manager souhaite avoir des avis, des échanges avec un certain nombre de personnes, là, c'est important de pouvoir échanger avec des personnes qui sont identifiées, et donc pas forcément tout le monde, mais des personnes qui seront identifiées à l'avance comme pouvant apporter des solutions et des gens qui auront une vision relativement globale et qui n'auront pas forcément peur des conséquences en fait de ce problème-là. Donc, dans le cadre de toute communication, ce qui est important, c'est de pouvoir réfléchir à comment est-ce qu'on va transmettre cette information, comment on va l'écrire, comment on va la dire, à qui est-ce qu'on l'adresse, en fonction de la capacité de l'autre à pouvoir recevoir les mauvaises nouvelles, par exemple, et sur qui on s'appuie pour pouvoir relayer les informations, quand on est dirigeant notamment, et de quelle manière. Et là, le manager, forcément, à un moment, devra prendre le relais sur les informations à communiquer à ses collaborateurs. Donc, adapter sa communication et son écoute, c'est primordial dans ce contexte de télétravail. Mais ce qui est aussi important, c'est que, par rapport à l'écoute, c'est que le manager soit en mesure lui-même d'écouter ses propres besoins pour pouvoir gérer ses ressources et sa charge mentale. Et là, je vais laisser Sabrina poursuivre sur ce sujet-là. Oui, merci. Donc, effectivement, on voit que les salariés, c'est important de les prendre en compte et de faire en sorte qu'ils aient les moyens de bien faire leur travail. Mais le manager dans tout ça, eh bien, lui aussi, il a ses besoins, il est très sollicité, il est dans une position pas facile du tout. Et tout simplement, il doit essayer de prendre soin de lui. Alors, c'est beaucoup lui demander. Pour autant, comment faire en sorte d'écouter les personnes, comment faire en sorte de prendre les décisions quand soi-même, on est surchargé de travail,
surchargé de choses en tête, il y a un moment donné, le cerveau, qui est quand même un des principaux outils de travail du manager, comme des salariés, s'il est trop chargé, eh bien, il ne fonctionne plus bien. Et souvent, les premiers jours, ça va. Ensuite, on a les premières semaines et puis ça s'accumule et à un moment donné, eh bien, il y a une décision qui parfois est prise dans l'urgence où on n'a pas pris en compte toutes les données et c'est là qu'on se dit vraiment, je suis saturée. Donc, le but du jeu, c'est d'éviter ça. Alors, comment le faire ? Eh bien, c'est dès le départ ou dès qu'on s'en rend compte, en tous les cas, de vraiment fonctionner par priorité, d'avoir une rigueur mentale, de se poser systématiquement la question quelles sont mes priorités du jour, quelles sont mes priorités pour cette semaine ou pour le mois, et de fonctionner vraiment par priorité. Parce que souvent, quand on a plein de choses en tête, eh bien, on cherche tout simplement à avoir moins de charges et ça passe les unes après les autres et on oublie cette notion de priorité alors que c'est quand même indispensable si on veut rester efficace. Et dans la prise de décision, c'est la même chose. Ensuite, c'est de déléguer aux équipes ce qui peut l'être. Donc, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une évolution importante dans le management au travers ce qu'a dit Véronique et ce que j'ai mis en évidence, c'est que le manager ou même quelquefois c'est le chef d'entreprise qui porte cette casquette et qui a l'habitude de prendre beaucoup par lui-même, le but du jeu, eh bien, c'est de fonctionner encore plus dans la participation avec l'équipe. La participation ou au moins la consultation. Là, quand le chef d'entreprise ou le manager a une charge de travail importante, c'est de se poser la question qui dans mon équipe peut prendre en charge quelques actions, même minimes, et ce qui me permet de ne plus avoir ça à faire et ça en charge mentale. Donc, on va se soulager d'un poids et c'est ce qui permet tout doucement de rétablir l'équilibre. Ensuite, c'est aussi de se dire à certains moments, on a la possibilité de prendre des pauses. Et si on ne l'a pas, eh bien, il faut créer ces possibilités-là. Parce que notre cerveau, on ne peut pas lui faire courir le marathon tout au long de la journée sans pause, ça n'est pas possible. Si on le fait, tout simplement, il est moins performant. Donc, s'il est moins performant, c'est prendre un risque. Donc, même quelques minutes de pause, 5 minutes, 10 minutes par-ci, par-là, on peut avoir l'impression que c'est du temps perdu. Pour autant, quand on revient dans l'activité de travail, eh bien, en fait, on a repris de l'énergie et puis on a surtout, on s'est ressourcé et on est en capacité, du coup, à réaliser les bonnes actions. Donc, tous ces éléments-là, mis ensemble les uns les autres, font que progressivement, la charge mentale va diminuer et le manager va se sentir mieux dans son rôle, ce qui fait que dans sa manière de s'exprimer ou lorsqu'il est en visio avec les salariés, eh ben, ça va se ressentir. Les salariés vont le sentir et ils vont maintenir leur confiance parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur leur manager, qu'il est toujours crédible dans les actions et dans les décisions qu'il peut prendre. Et ça maintient, encore une fois, cette confiance générale et cette dynamique de groupe, même dans des situations que l'on connaît aujourd'hui. C'est essentiel que les salariés puissent continuer à avoir confiance dans leur manager parce qu'ils savent que celui-ci a encore les ressources pour pouvoir le faire. Après, imaginons qu'à un moment donné, une fois qu'on a utilisé toutes ces possibilités-là et qu'on s'aperçoit que, eh bien, pour X raisons, c'est encore insuffisant, on a une dernière option, du coup, dont va nous parler Véronique. Oui, en effet, la dernière option, c'est de pouvoir demander de l'aide. Parce que si le manager ne trouve pas toutes les ressources,
à un moment, il aura du mal à affronter toutes les difficultés auxquelles il va devoir faire face et on sait bien qu'il est en première ligne dans ce contexte de télétravail. Et donc, il va être nécessaire pour lui de demander de l'aide et de savoir s'entourer correctement. Et ce qui est important, c'est qu'il puisse se dire que de demander de l'aide dans ce contexte, c'est aussi une façon d'acquérir des nouvelles compétences. L'idée, c'est qu'il ne s'épuise pas et qu'il puisse rester dans un bon niveau d'énergie. Et pour ça, tout seul, il peut, à un moment, ne pas y arriver. Et donc, de pouvoir demander de l'aide, ça n'est pas considéré comme une faiblesse, mais vraiment comme une compétence qu'il va pouvoir acquérir pour pouvoir devenir plus performant. Ça fait partie de son apprentissage, finalement. Donc, de l'aide, c'est soit en interne, il peut tout à fait la trouver en interne, auprès de collègues, auprès de son manager, voire auprès de collaborateurs, tout simplement, peut-être en déléguant certaines actions. Mais c'est aussi, pourquoi pas, demander de l'aide à l'extérieur, par exemple en suivant des formations ou en utilisant les ressources d'experts externes qui, parce qu'ils ont cette expertise justement sur certains sujets, pourront facilement et rapidement analyser une situation qui pourrait être compliquée pour lui et pouvoir lui apporter un conseil, une recommandation qui le soulageront et en même temps lui permettront de monter en compétence parce que les prochaines fois qu'il sera face à ce type de difficulté, il saura faire lui-même. Donc, il aura aussi gagné à la fois en compétence, mais en confiance en lui sur un certain nombre de sujets. Et puis, à partir du moment où lui-même accepte et arrive facilement à demander de l'aide, mais ce sera encore plus facile pour lui de pouvoir proposer à ses collaborateurs de demander de l'aide eux-mêmes. Et de l'accepter parce que si je vois mon manager qui demande d'aide à l'extérieur, du coup, c'est plus facile aussi pour moi d'aller lui en demander. Parce que quelque part, c'est autorisé finalement. Donc, voilà par rapport à ce sujet. Ce que je voulais préciser, c'est que finalement, tout ce qu'on a pu se dire ce matin s'adresse non seulement au manager, mais évidemment aussi au dirigeant lui-même, qui en a forcément encore plus à porter sur ses épaules que ses managers et pour lequel l'ensemble des différents sujets qu'on a pu aborder sont primordiaux à la fois pour pouvoir tenir dans cette situation, pouvoir gérer ses propres ressources, pouvoir se faire aider et aussi mettre en place tout ce qu'on a pu dire au cours de cette matinée, un certain nombre de règles, de façon à ce que chacun, à son niveau, puisse vivre du mieux possible cette situation de télétravail. Alors, est-ce que certains ont encore quelques minutes pour être présents lors du moment d'échange? Le but du jeu, c'est d'avoir peut-être vos commentaires, vos questions. On pourra répondre à des questions, on va dire, assez simples. Pour les personnes qui ont des questions qui demandent une analyse ou une réponse un peu plus longue, le but, on pourra le faire en off. On a en fait un service appui RH qui permet d'apporter un premier niveau de conseil gratuit sur des sujets un peu plus denses. Là, déjà, quels sont vos commentaires par rapport à ce qui s'est dit ce matin ? Alors, je me permets du coup de lancer un peu la discussion dans les commentaires qu'il y a eu. Il y avait Béatrice Repon qui disait au niveau des objectifs SMART que eux rajoutaient un E à SMART, le E pour écologie, qui soit respectueux de soi et des autres. Je ne sais pas si ça suscite des réactions, par exemple, ce genre de commentaires. Ou pas. C'est vrai que pour nous, ça paraît évident, mais dans la société actuelle, ça peut être bien de le rajouter. Et on avait également Madame de Castelon, alors je ne sais pas si elle est toujours connectée, qui nous parlait du coworking. Donc elle nous a fait un bon texte. Donc si elle veut prendre la parole peut-être pour s'exprimer rapidement, au lieu que je vous fasse la lecture, ce sera peut-être plus intéressant. Alors, je vais prendre la parole, oui, c'était juste pour expliquer qu'on parle beaucoup de télétravail et en fait, il y a deux choses pour moi dans ma tête, évidemment, puisque je gère un espace de coworking.
Il y a le home office, c'est-à-dire le télétravail chez soi, et il y a le télétravail dans un tiers-lieu. Et c'est vrai que dans la loi, enfin, en tout cas dans le système, dans ce que j'ai pu lire, en fait, le télétravail n'identifie pas le lieu. Il identifie un lieu autre que celui du travail habituel. Donc, il faut aussi, je pense que, enfin, on a créé une association là qui s'appelle Coworking Vendée, avec différents tiers-lieux voilà, qui sont répartis sur le territoire. Nous, on est prêt à discuter aussi avec les chefs d'entreprise, les managers, etc., pour trouver des solutions. On a bien sûr créé nos entreprises avec une idée des choses. Et puis, je pense qu'il est peut-être temps qu'on discute avec des gens, voilà, de la CPME, le MEDEF, etc., pour voir qu'est-ce que nous, on peut modifier, qu'est-ce que nous, on peut vous apporter en accueillant les télétravailleurs, en particulier les salariés. Évidemment, j'en ai, moi, des télétravailleurs, des salariés. Donc, je vois aussi leurs problématiques issues du confinement. Là, il y en a quand ils sont revenus, je peux vous dire qu'ils étaient contents d'être là. Alors qu'ils ne sont pas retournés à leur bureau normal, ils sont retournés en télétravail, mais ils étaient contents de venir en télétravail. Il y a plein de choses qui se passent, on ne va pas s'étaler là-dessus. Mais en tous les cas, sachez qu'on pourrait être des interlocuteurs pour essayer de trouver des solutions pour tous ces télétravailleurs, à la fois pour eux, mais aussi pour les managers et pour les chefs d'entreprise. On reste à votre disposition. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Vous avez raison hein, sur le plan effectivement du cadre réglementaire. Il y a pas le télétravail, c'est pas le travail qu'on fait chez soi par définition. Hein. C'est le travail qui pourrait se faire dans les locaux de l'entreprise, mais qui se fait à l'extérieur à l'aide des outils de la communication et de l'information, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc à partir de là, un espace de coworking, ça peut tout à fait être un lieu pour faire du télétravail. Alors évidemment, dans le contexte sanitaire actuel, ça suppose, mais ça vous l'avez déjà précisé, hein, mais ça suppose qu'effectivement, l'idée de faire télétravailler les gens, c'est d'éviter les interactions sociales. Donc dans le contexte actuel, il faut que le lieu de coworking soit, on va dire, compatible avec ces préconisations sanitaires, mais sinon il n'y a pas de difficulté. Et au contraire, ça peut même être un atout, notamment pour régler la problématique du coût, hein, parce que là, pour le coup, l'employeur, évidemment, ça va être une prestation de service, hein, mais qui va avoir un différent package avec le lieu en tant que tel, les outils informatiques, enfin en tout cas l'Internet, en tout cas, on va dire, et puis donc ça règle cette problématique de frais liés au télétravail, et puis sur le plan managérial, ça va régler les problématiques d'isolement, les problématiques d'interférence de la vie professionnelle dans son espace familial, donc ça, ce qui pose aussi certains problèmes pour certains salariés. Et aussi, je disais le regard que portent les autres. Hein. J'ai mis un petit commentaire, mais ça rejoint ce que Benoît Daéron disait, c'est que le regard des gens qui travaillent sur place sur les télétravailleurs, moi j'ai entendu des réflexions, c'est, voilà, effectivement, ça peut être pris comme un privilège, ou l'inverse, hein, mais des fois quand c'est pris pour un privilège, ça risque aussi de créer des fractures entre les gens, de dire, bah oui, de toute façon, il travaille chez lui, donc en fait, en clair, il ne travaille pas. Quoi. C'est ce qui ressort du diagnostic paritaire du 22 septembre, effectivement, la problématique de cohésion sociale. Cohésion sociale, c'est un des enjeux de la réflexion en cours sur le télétravail, c'est justement de maintenir cette cohésion sociale et d'éviter les fractures entre ceux qui télétravaillent et ceux qui ne télétravaillent pas, en disant pourquoi. Et peut-être qu'effectivement, ça n'est pas possible de télétravailler sur tous les postes, mais dans le cadre d'un dialogue social, d'une concertation, d'une compréhension réciproque, eh bien, on peut effectivement lever ces difficultés de cohésion sociale dans l'entreprise. On a évoqué deux éléments par rapport à ça. C'est le premier, c'est les outils informatiques. En fait, on doit pousser la réflexion pour faire en sorte qu'il puisse y avoir toujours ce lien de travail entre ceux qui sont en activité de télétravail et ceux qui ne peuvent pas faire autrement et restent sur le lieu de l'entreprise. Et les outils informatiques peuvent permettre ça en partie. On sait qu'en face, ils sont en télétravail, mais ils continuent leur activité parce qu'on voit bien, grâce aux outils, que ça avance. Et puis, il y a aussi un autre élément que j'avais en tête il y a quelques instants, c'est on en a parlé, c'est le lien social. Faire en sorte de maintenir ce lien social, non pas uniquement pour ceux qui sont en télétravail, mais vraiment essayer d'intégrer tout le monde pour se dire, il n'y a pas d'un côté ceux qui sont sur le lieu de l'entreprise et d'un autre côté les télétravailleurs, mais non, et c'est de la communication aussi, on est tous
et on se garde tous autour des objectifs communs. Les objectifs communs, c'est faire avancer l'entreprise. Et si on a ça, on limite le risque qu'il y ait une scission. Là, le rôle de communication du manager, il est vraiment essentiel pour garder cette cohésion. Comme j'en avais parlé, en effet, les moments conviviaux, indépendamment des réunions de travail qui peuvent avoir lieu visio, aussi bien avec des gens du coup qui seront sur place dans l'entreprise que ceux qui seront en télétravail, et des moments de convivialité qui permettent de réunir tout le monde, que ce soit un déjeuner ensemble, que ce soit un apéritif ensemble, sont majeurs en effet pour éviter cette fracture entre les télétravailleurs et les non-télétravailleurs. Donc là, je pense en effet, il y a besoin d'être imaginatif et c'est pas très compliqué pour trouver des pour échanger de manière informelle et maintenir le lien social indépendamment des relations de travail. Et en fait, ce qu'on dit, ce ne sont pas uniquement des bonnes pratiques, ce n'est pas un luxe que l'on peut se donner quand on a du temps, c'est un indispensable pour que derrière, ça puisse être durable. C'est-à-dire que au bout d'un certain temps, il n'y a pas cette fracture qui s'opère, on ne perd pas un ou deux salariés qui décrochent et on ne s'en est pas rendu compte. C'est pour ça que tout ce qu'on a évoqué ce matin en termes de management, en quelque sorte, ce sont des fondamentaux qui ne sont pas un luxe, mais qui sont indispensables si on veut s'assurer que ça fonctionne bien, que ça continue de bien fonctionner dans une entreprise. J'aimerais juste peut-être un dernier mot, enfin un mot par rapport à ce qui a été dit sur les besoins, les besoins, c'est ce que disait Véronique, de partir des besoins des collaborateurs pour organiser le télétravail. Un petit mot quand même pour la situation des travailleurs handicapés. Évidemment, on n'en a pas dit un mot spécifique dans le cadre de la formation de ce webinaire, mais et bien évidemment aussi qu'il faut tenir compte de la situation particulière des travailleurs handicapés et dans les textes, si tant est qu'il y ait besoin d'un texte pour ça. Il y a aussi des mentions spécifiques, des rubriques spécifiques, ou en tout cas des actions spécifiques pour que le télétravail soit également possible pour ces catégories de personnes. Il me semble que M. Dupéret avait levé la main il y a quelques minutes. Je ne sais pas si vous vouliez intervenir. Oui, non, je voulais juste compléter sur le fait que effectivement les points qu'ils soient formels ou informels, c'est parfois un peu compliqué sur les points formels où parfois on fait le point sur certaines activités et quelquefois on est face à des collaborateurs dont l'activité se passe pas bien et c'est une situation qui est assez complexe pour eux au moment où effectivement chacun parle un petit peu de ses réussites et quand ils en ont pas, il faut arriver à trouver des petits points pas toujours très facile cette partie-là. Et enfin, moi, je l'ai vécu sur le premier confinement où là, ça a été assez compliqué avec certains. Un petit peu difficile. Ouais, l'objectif, c'est peut-être d'adapter le contenu, c'est-à-dire que est-ce qu'on veut vraiment que chacun cite des réussites quand on a pris conscience que ça n'est pas le cas de tout le monde? Peut-être faut-il réorienter un petit peu le contenu des réunions, ou alors, ce qui arrive quelquefois, c'est qu'une réunion qui est vraiment définie pour évoquer le fonctionnement, vraiment l'activité de travail, dérive sur des choses un peu plus personnelles. Si c'est le cas, le but du jeu, c'est aussi d'essayer de manière courtoise de mettre fin à ça et dire qu'on va prendre le temps un petit peu après d'échanger avec la personne sur sa situation personnelle. Donc là, c'est vraiment quand on est à l'écoute, on est en capacité de faire ça et puis d'adapter. On a adapté les objectifs, mais peut-être faut-il aussi adapter le contenu des réunions au fur et à mesure. Quand on voit qu'il y a des choses qui nous échappent ou qui ne vont pas dans le sens qu'on veut ou qui mettent en défaut certains salariés, de repenser autrement le contenu des réunions. Et je pense que c'est un élément presque central par rapport au webinaire, c'est de repenser son rôle de manager et c'est de repenser beaucoup de choses en fait, de ne pas vouloir refaire ce qui se faisait avant, mais de manière itérative, c'est-à-dire progressivement, par la pratique,
de se dire, voilà, ça s'est bien fait, on peut continuer dans ce sens-là. Et puis, un autre point, on sent que ce n'est pas ça, et donc ça veut dire qu'on a quelque chose à faire. Donc, le manager doit presque constamment re-questionner ses pratiques pour pouvoir les faire évoluer. Alors, ça peut être par petites touches, hein, parce que souvent, c'est ce qu'il y a de mieux pour être sûr d'aller dans le bon sens. Et puis pour compléter, Sabrina, ce que j'aurais envie de dire, c'est que à partir du moment où on arrive à avoir des points très réguliers avec ses collaborateurs quasiment quotidiens, ça permet aussi de sentir que l'un ou l'autre peut-être à un moment ne sera pas forcément très bien et du coup peut-être de pouvoir adapter les réunions collectives qu'on va pouvoir animer ensuite. Voilà, peut-être en évitant des tours de table, mais voilà. Et du coup, ces moments individuels entre le manager et le collaborateur sont primordiaux pour pouvoir sentir en fait les choses, pour pouvoir sentir comment le collaborateur se sent. Et si à un moment, en effet, il a une difficulté, c'est pas le mettre du coup plus en difficulté lors de ces réunions collectives, mais voilà, de pouvoir tenir compte de sa situation un petit peu plus difficile à ce moment-là. Ça peut être parfois une prévention du décrochage du salarié. En situation de télétravail, on a ce risque-là. Et pour tirer expérience du premier confinement, pour ma part, en tant que consultante, j'ai eu des retours de certaines entreprises qui m'ont dit que telle ou telle personne ont pu décrocher à un certain moment où ils ont senti ce risque-là. Et là, on a ce retour d'expérience du premier confinement. Donc, le but du jeu, c'est de se dire, avec ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux mettre en place avec mon équipe? On peut en parler avec eux ou certains d'entre eux pour progressivement ajuster, modifier ou rajouter certaines actions. Donc, on est vraiment dans une démarche de progrès à faire de manière itérative et le manager, c'est la personne qui va porter cette action-là de progrès. Et s'il la porte pour lui et s'il la porte pour l'équipe, c'est aussi un modèle, un exemple pour que chaque salarié dans son poste de travail puisse être acteur lui-même de ses propres adaptations. D'autres commentaires? Est-ce que ça a répondu à votre question? Oui, tout à fait. Oui. Donc, on est vraiment sur une modification profonde des actions du rôle du manager. Voilà, plus dans le consultatif ou le participatif. Et puis, pour certains, l'écoute était, on va dire, ce qu'on pouvait faire quand on avait du temps. Aujourd'hui, on n'a pas de temps, mais quelque part, adaptons nos objectifs pour conserver ce minimum de temps qui garantit que ça puisse continuer à fonctionner. Parce qu'autrement, c'est prendre un risque pour l'ensemble, en fait. C'est un risque majeur. Alors qu'en consacrant une partie significative de son activité au suivi des salariés, à l'adaptation des moyens, des objectifs, à la communication, etc., en fait, on met en place les dispositions pour faire en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions possibles pour tout le monde. Bon. Le temps est passé. Ouais, là, le webinaire s'est un peu étiré. Ouais. Voilà. S'il y a d'autres questions qui viennent après coup, je rappelle ce service appui RH qui est proposé par la CPME. En fait, ce sont des experts référencés par la CPME sur différentes thématiques qui viennent répondre, apporter un premier niveau de réponse ou de conseil ou orienter les chefs d'entreprise sur les thématiques RH, dont le télétravail. Donc, prenez contact avec la CPME. Sachez que vous avez cette possibilité-là s'il y a besoin.
Et puis derrière, eh bien, les personnes référencées, dont certaines ici, viendront apporter leurs compétences. Et puis, en tous les cas, merci encore de votre présence. Ça veut dire que vous portez de l'intérêt à cette thématique, au management, au cadre légal. Vous avez déjà pris conscience de la place importante que ça a dans ce contexte. Et puis, très bonne continuation à tous. Merci à tous. Merci Sabrina et merci à Sabrina d'avoir animé gracieusement ce webinaire. Un grand merci. Merci à toutes. Bonne journée à tous. et tous. Au revoir. Au revoir.